On va parler que des entiers aujourd'hui, en principe. Deux, trois petits excursus dans les rationnels, peut-être un peu dans les réels, mais pas beaucoup. Et on va parler que de multiplication et que de division. Donc c'est ce que vous voyez au programme normalement des primaires, je suppose. Et vous allez voir que ce n'est pas un sujet si simple que ça, et que la technique de multiplication qu'on a appris à l'école n'est pas nécessairement unique, loin de là, et peut-être pas la meilleure non plus. Vous verrez plein de variantes, vous allez pouvoir choisir. Je vais surtout parler aujourd'hui d'ailleurs de la multiplication, un tout petit peu de la division, l'un étant l'inverse de l'autre plus ou moins. Vous vous doutez que bien sûr c'est un peu la même chose. C'est pas tout à fait vrai. Pour la multiplication, il n'y a qu'un seul résultat. Quand vous faites la division, il y a deux résultats, il y a le quotient et le reste. Et ça change tout. Et donc, pas cette fois-ci, mais la fois prochaine, dans une semaine, donc, on verra l'art d'accommoder les restes. OK. Voilà, donc le programme, c'est... On commence à 17h10, on a commencé déjà plus tôt. C'est pas moi qui fixe ça. Hein. Bon, maintenant, je vais devoir me présenter. Présentation du conférencier, pas le responsable académique. Bon, j'ai déjà simplifié les choses parce que je joue les deux. Après ça, ce sera l'exposé jusqu'à environ 18h30. Et puis après, il y a des questions, peut-être des réponses, des commentaires. Je devine qu'il y a plein de spécialistes dans la salle, donc vous allez m'aider aux questions que je me pose moi-même. Et à 19h précise, on nous met dehors. Fermeture des locaux. Donc vous connaissez les règles du jeu pour le restant de ces deux petites heures prochaines. Bien, mais donc je vais d'abord me présenter alors rapidement. Bon, mais donc... je suis professeur à l'UCL, émérite. Ça veut dire que je fais tout autant qu'avant, ça ma femme peut le confirmer, mais d'une autre façon. Disons ça comme ça. À l'UCL, j'ai inauguré, si je puis dire, le cours de cryptographie mathématique et aussi le cours de théorie des nombres. Et c'est à l'occasion de ces deux cours-là que j'ai pu constater que les étudiants appréciaient mes commentaires historiques sur... il y en a peut-être même un ou deux dans la salle. Et mes commentaires historiques. Et donc j'ai un peu approfondi ça. Alors d'autre part, ce qu'il faut savoir, c'est que le principal technique, on dit algorithme, qui a... aujourd'hui, dans la plupart des cartes à puce que vous utilisez, carte Visa, Mastercard, passeport, carte d'identité, etc., utilisent un algorithme qu'on ne verra pas cette fois-ci, mais qu'on verra un tout petit peu la fois prochaine, qui s'appelle le RSA. Et que cet algorithme, qu'est-ce qu'il utilise? Uniquement des multiplications et des divisions. Alors il est particulier parce qu'il emploie des nombres très grands, plusieurs centaines de chiffres. Donc à la main, aujourd'hui on travaille avec des petits chiffres, la fois prochaine on va travailler avec des petits chiffres, peu de chiffres je veux dire, et la fois prochaine on va travailler avec beaucoup de chiffres. Disons ça comme ça. Donc vous avez dans votre poche, vraisemblablement sans le savoir, une calculette très rapide, et qui travaille avec de très grands nombres. Ça, on verra comment ça fonctionne la fois prochaine. Et donc, maintenant, on est dans l'introduction. Voilà. Et il se fait, dernier point, que ces petites calculettes pour grand nombre dans la carte à puce, ben, j'en suis le concepteur, ce qui va me permettre de vous l'expliquer avec quelques histoires. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'histoire va s'arrêter au début au début des années 1970. Parce que je ne vais pas faire un exposé historique ici.
un petit peu historique, mais pas dans l'ordre historique. Mon idée, ce n'est pas de dire au départ les Chinois ont fait ceci, les Japonais ont fait cela, les Indiens ont fait cela, les Assyriens, mais c'est plutôt de présenter un certain nombre de méthodes, de les comparer plus ou moins, et de montrer aussi toute l'astuce qui a conduit aux techniques qu'on utilise aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, ça veut dire pour l'exposé d'aujourd'hui, ça veut dire jusque dans les années 60. Et là, dans les années 1960, il y a eu une idée assez géniale qui a fait exploser le système, et je vous expliquerai ça la fois prochaine. Voilà, bon, on démarre. Donc, comme vous le savez, donc la multiplication et la division, je viens encore de vous le confirmer, sont des opérations très communes, et de moins en moins on le fait à la main, bien sûr, on emploie une petite calculette. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a encore des endroits où on utilise dans le monde ce genre d'engin. Un japonais, vous pouvez encore trouver des endroits. En Russie, on utilise ça, ou au Japon. Et c'est très instructif, il y a plusieurs modèles. Le boulier compteur, ça c'est peut-être plus rare. Mais, et ces deux engins, effectivement, mais je ne vous le montrerai pas spécialement, pour la raison que je viens de dire, je ne suis pas lié à un support donné, mais plutôt à l'idée. Je ne vous montrerai pas comment on peut faire des multiplications ou des divisions sur ces deux engins, parce que c'est assez compliqué. Ça prend du temps, mais il y a moyen. Bon, alors le début de ces deux opérations, ça s'est fait à peu près il y a 4000 ans à Babylone, donc d'où le titre. Mais il y a déjà un premier mystère ici, c'est que la méthode qui a été trouvée par les Babyloniens est extrêmement sophistiquée. Je l'expliquerai plus tard, ce n'est pas la première que je vais expliquer. Et donc, comment se fait-il que dans l'histoire de l'arithmétique, on commence historiquement par la méthode, je dirais, la plus sophistiquée, la plus compliquée. C'est quand même très subtil à comprendre. La méthode est assez subtile à comprendre. Et en plus de ça, ça on ne verra pas cette fois-ci en tout cas, il y a un rebond assez extraordinaire parce que Fermat, en réfléchissant sur cette méthode-là, et d'autres choses aussi bien sûr, a trouvé la méthode de factorisation. C'est quoi la méthode de factorisation? C'est l'inverse réel, celui-là, de la multiplication, c'est-à-dire vous multipliez deux nombres, et si vous voulez retrouver les facteurs, eh bien, c'est ce qu'on appelle la factorisation. Et la cryptographie, eh bien, elle est basée sur ce problème-là, en partie, et celle qui est dans votre carte à puce, dont j'ai parlé, est basée sur ce problème-là. Les grands nombres bien choisis sont difficiles à factoriser. Donc vous voyez qu'en deux pas de géant, on commence par le début, on réfléchit sur la méthode, on aboutit à Fermat, et directement aujourd'hui, et c'est un raccourci extraordinaire et tout à fait réaliste. Bon. Donc, il y a deux parties à mon exposé, celui d'aujourd'hui, celui de la fois prochaine. On va parler un certain nombre de supports, mais ce n'est pas le point important. Donc il y a eu le sable, le papyrus, le papier, les abacs, les bouliers. Et ce qui est aussi assez étonnant, c'est que toutes les régions du monde se rejoignent. Les techniques que je vais vous décrire ont été utilisées à plus ou moins des dates éloignées par les Étrusques, les Grecs, les Égyptiens, les Romains, les Indiens, les Chinois, les Japonais, pas les Incas. Les Incas, là, on ne sait même pas ce qu'ils utilisent. C'est aussi une des questions. Donc, et donc, il y a eu évidemment une idée, et cette idée s'est répandue. Vraisemblablement, ce sont les Indiens d'Asie qui ont trouvé ça, et puis ça s'est propagé un peu partout dans toutes les directions. Un autre point, ça va être la fin de l'exposé, ça, et c'est lié, bien sûr, à la multiplication et la division. À la fin de l'année passée, on fêtait les 400 ans de la table de logarithme. Alors, parmi les plus âgés de la salle, il y en a qui ont sans doute utilisé ça. Les plus jeunes, ils savent ça pour d'autres choses.
Et donc, John Napier dit aussi Napier en 1614. En latin, il a publié donc un algorithme pour calculer les logarithmes d'abord, et puis pour les utiliser. Alors là, il faut bien savoir que, je vous montrerai ça tout à l'heure, ça a été inventé pour le calcul astronomique. Et en fait, à l'époque, on faisait vraiment des calculs astronomiques, ça veut dire, dans tous les sens du terme, ça prenait un temps fou. D'où le mot d'ailleurs. Et donc, je vais essayer de temps en temps de vous montrer des exemples. Pour la fois prochaine, j'utiliserai sans doute des simulations de l'une ou l'autre machine. Et si j'ai le courage, je vous amènerai des machines. Quand je dis le courage, elles sont lourdes, hein, les vieilles machines. Elles pèsent 10 à 20 kilos. Elles prennent beaucoup de place. Donc je ne sais pas si j'en ai, mais je ne sais pas si je les amènerai. En fait, ça j'en parlerai à la fin de l'exposé aujourd'hui. Voilà l'engin sans doute le plus sophistiqué qui a jamais été inventé par Graham et je connais encore des personnes qui l'utilisent et j'ai donné cours à l'université sur cet objet. Donc, c'est pas si vieux que ça quand même. Bien, continuons. Donc, comme je disais, la multiplication et la division ont beaucoup évolué et c'est ce qu'on verra. Avec quelques retours en arrière. Et je vous apprendrai la fois prochaine comment multiplier des nombres vraiment très grands. Sans votre mémoire, il faut une mémoire auxiliaire, c'est-à-dire des milliards de chiffres. Bon. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je ne connais pas malheureusement de bons livres en français. Le livre, je vais en citer que deux, de base, c'est un Américain qui s'appelle, je crois bien que c'est américain, Maurice Klein. Alors c'est un livre qui est affreusement, si je puis m'exprimer ainsi, c'est pas moi qui le dis, orienté occidental. Donc tout a été inventé par les Occidentaux. Tout a été utilisé par les Occidentaux, ça c'est vrai, mais ça n'est pas vrai du tout, comme je l'ai dit. La plus grosse partie, si on fait une carte des inventions lors des dates, on trouve presque tout en Asie. Le livre de référence sur ce qui est non européen, c'est ce livre-ci, The Crest of the Peacock. Voilà. Alors là, c'est un livre qui reprend toute l'histoire, effectivement, y compris l'histoire extérieure à l'Europe, etc. Et l'auteur, George Joseph, est indien, il est de Kerala. Bon, il y a plusieurs éditions, donc c'est vraiment un livre très bien, beaucoup édité aux États-Unis. Et il nous fait découvrir, j'en parlerai pas beaucoup parce que ce n'est pas l'objectif de cet exposé-ci, qu'effectivement, il y a eu une grande école de mathématiciens il y a longtemps au Kerala. Kerala, c'est dans la pointe de l'Inde, au sud, à l'ouest, pardon. Et voilà, donc c'est les deux références, il y en a d'autres, bien sûr. Bien, ben on va commencer. Alors, on va faire quelques exercices d'assouplissement. Et on va commencer directement sans rien. Donc, même pas les mains, la tête uniquement. Donc, c'est le calcul mental. Alors, un exemple, oui, j'ai un peu triché, bien sûr, mais malgré tout, même si on triche, on se rend compte que le nombre d'opérations que l'on fait n'est pas si ridicule que ça. Donc, c'est multiplier 73, 73 si vous voulez, fois 49. Bon, ben, comment quelqu'un qui ne connaît pas toutes les astuces qu'on verra en cours de route, surtout la fois prochaine, en calcul mental va faire, ben, il va d'abord remarquer que 49, c'est 50 moins 1, bien sûr. Donc, voilà, donc il va faire 73 fois 50 moins 1, et il va remarquer qu'effectivement, 50, c'est 100 divisé par 2, ou 10 divisé par 2 fois 10, ça fait 5 fois 50.
Bon, alors, c'est les opérations mentales que l'on fait, j'ai décomposées. En fait, ça va beaucoup plus vite que ça, bien sûr. Et donc, si vous allez faire, en fait, 73 fois 10, fois 10 encore, divisé par 2, moins 73. Donc, ça fait 730 divisé par 2 fois 10. Ça fait 365 fois 10, ça fait 3650. Oui. Et on a bien sûr retenu tout le temps qu'on devait soustraire 73. Alors 73, ben, on est fatigué, donc on ne va pas faire la soustraction comme ça, tout que le 7 est plus grand que le 5. Et donc on va employer le complément à 100. Donc 73 c'est 27 moins 100. Et donc on va faire une addition ici, et puis on va soustraire 100, et on arrive au bon résultat. Voilà, quelqu'un qui fait des calculs mentaux, normalement, bien exercé, va faire. Oui, c'est assez compliqué, mais par contre, on évite tous les écueils, toutes les difficultés. Alors, entre parenthèses, cette technique-ci, du complément à 100 ou à 10, etc., c'est une technique qui est beaucoup utilisée dans les ordinateurs, beaucoup utilisée par les calculateurs qui font des calculs mentaux, et à titre personnel, c'est comme ça que je fais les soustractions. Donc je convertis toutes les soustractions en addition. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus aisé, et je ne crois pas qu'on apprend ça beaucoup à l'école. Moi, je l'ai appris tout seul. Hein. Et donc, voilà. Bien, bon, donc voilà, donc on a réussi, bon, je vais montrer évidemment sur l'écran, mais on a réussi à faire ça mentalement, multiplier deux chiffres, fois deux chiffres. Bien, il y a quand même quelque chose que j'ai dû utiliser. Eh bien, c'est ma connaissance, quelque part, même si j'ai essayé d'utiliser le plus possible des 10 et des 100, et de diviser par 2, c'est quand même la connaissance de la table de multiplication. Et donc, j'ai quand même fait quelque part 73 fois 5, et j'ai décomposé ça. Enfin, je ne vous ai pas dit comment je faisais, j'ai mis des résultats. Mais enfin, bon, bref, ça veut dire que j'ai au moins savoir comment multiplier 3 fois 5 et 7 fois 5. Et puis additionner avec le bon décalage. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on a besoin? Eh bien, on a besoin de table de multiplication. Voilà une table de multiplication comme on les voyait dans le temps au dos des cahiers. Je vois plein de gens qui disent oui. C'était bien pratique. C'était une présentation assez naïve en fait parce qu'on peut simplifier. Il y en avait aussi, c'était très rigolo, ce n'est pas le cas ici, où il y avait la table de multiplication par zéro, mais ça c'était peut-être pour donner envie à ceux qui étaient quand même un peu vite fatigués. Et donc il y a une présentation tabulaire, un petit rectangle, il y a une présentation en espèce de carré, et je me souviens très bien qu'on allait jusqu'à des tables 20 fois 20. Ce que je ne vois pas vraiment beaucoup l'intérêt, sauf à ne pas faire l'opération, parce qu'il faut savoir, en fait, on verra ça tout à l'heure, qu'on n'a pas besoin de tout ça. Une table jusque 5 fois 5 suffit amplement. Et en plus, si on sait que 4 fois 5 et 5 fois 4, c'est la même chose, on a besoin que d'un triangle tout petit. Et donc, on nous a déjà un peu roulé avec les tables de multiplication, il faut savoir ça. Mais bon, ok. Donc c'est un grand effort, hein, la multiplication. Tu peux me confirmer ça. pas pour toi, mais pour ceux qui tu l'enseignes encore. Bon, alors je vais continuer à faire un autre exemple. Et ceci, c'est d'abord pour montrer le calcul, et puis on va essayer de voir toutes les façons de le présenter. Enfin, pas toutes, beaucoup. Donc 73 fois 49, toujours la même chose. Donc en fait, comment vous faites en pratique, sans savoir que vous utilisez ça? Ben, vous faites 70 plus 3, 40 plus 9. C'est-à-dire que le 73, ben, il y a la position des unités, il y a la position des dizaines. La position des dizaines, ça veut dire qu'effectivement, le chiffre qui est en dessous de la position des dizaines est multiplié par 10.
Ça, c'est un système dit positionnel. Tous les systèmes ne sont pas positionnels, donc ça veut dire qu'effectivement, on n'a pas la valeur effective et ça peut être extrêmement compliqué. Un exemple typique de ça, même si il le positionne, c'est la notation des chiffres romains. Les chiffres romains, vous pouvez savoir le chiffre des milliers et des centaines, même si on l'a mis à la fin, parce qu'effectivement, il y a un C ou un M, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un système non vraiment positionnel. Bon, donc je continue, j'emploie des règles d'associativité et de commutativité. Et donc, je fais, mais bon, pas besoin d'avoir des rentes mathématiques pour comprendre ça. Donc, je fais 40 fois... voilà, donc ça, c'est ce que j'essaye de faire. Qu'est-ce que je fais? Je vais donc décomposer, comme j'ai dit. Voilà, ça c'est fait. Opération suivante, on va essayer de faire disparaître la multiplication qui est au centre pour la distribuer sur chacun des valeurs. Donc ça veut dire 70 fois 40, on a le résultat là. Puis on va faire 70 fois 9. Bon, je ne vais pas faire ça 10 fois, hein, je fais ça qu'une fois maintenant. Donc ça fait 70. Pour l'instant, je réécris tout, je ne calcule rien du tout en fait. Et donc on continue ainsi jusqu'au moment où effectivement on a tous les produits. Et attendez, ouais, voilà. Et le résultat, le voilà. Enfin non, je n'ai pas encore mis le résultat, j'ai mis simplement le résultat des multiplications. Et comme vous avez vu, et c'est volontaire, j'ai inversé l'ordre, donc 3 fois 9, ça fait 27, enfin inversé, disons, mélangé l'ordre exactement, 70 fois 9, ça fait 630, etc. Parce qu'effectivement, toutes ces opérations, l'addition peut se faire dans n'importe quel ordre, ça va donner le même résultat. Donc on a remarqué ça, on peut remarquer maintenant beaucoup de choses, mais c'est bien l'origine de plein de méthodes. Voilà, donc je vais réécrire ça autrement. Tout ça a l'air bien simple, évidemment, mais ceci, je suis en train de résumer des millénaires de réflexion, à peu près. Donc, voilà la multiplication de départ, voilà les produits effectués, et donc, on va employer une notation un peu plus standard. On met 73, on met une croix ici, 49, on met une barre en dessous, et on va mettre les 4 nombres, l'un en dessous de l'autre, bien alignés, et on a le bon résultat. Bien. Alors en fait, beaucoup de méthodes anciennes sont basées sur quelque chose qui ressemble à ça, effectivement. Il a fallu un certain temps, parce que c'est un peu plus fatigant, pour regrouper les 2 premiers et les 2 derniers. Pourquoi c'est un peu plus fatigant? Parce qu'il faut faire des reports. L'exemple ici n'est pas fatigant parce qu'il n'y a pas de report à faire. Si vous prenez le nombre au hasard, vous devez commencer quand même à retenir des choses. Donc, ce qu'on retient de ça, c'est qu'il y a des méthodes, effectivement, qui utilisent des tables. Il y a des méthodes, et c'est et ou, qui utilisent un certain nombre d'opérations. Il y a des opérations que vous devez faire dans votre tête. Si vous utilisez la méthode que vous a enseignée, vous employez votre table pour faire les multiplications de chiffre par chiffre. Vous devez, bien sûr, connaître la technique, et vous devez aussi faire des reports, et puis vous terminez avec une addition. Bien, mais donc ça, je crois que tout le monde a appris cette méthode-ci. S'il y en a qui ont appris autre chose, qui me le disent. C'est qu'ils n'ont pas pris, c'est qu'ils n'étaient pas en Belgique, parce que tous les pays du monde ne font pas ça aujourd'hui. Bon, alors on va voir quelques méthodes. Oui, alors dernier point, j'ai mis un 0 ici, et vous allez me dire, on ne le met pas, mais il est sous-entendu évidemment. Et donc on va l'enlever. Voilà, donc ça c'est la vraie méthode que vous utilisez normalement. Bien, alors si je reprends maintenant pour des nombres plus grands, mais je ne vais pas le faire plus longtemps, je montre simplement le résultat, pas beaucoup plus grand, 456 fois 67, vous arrivez, pour le premier transparent que j'ai écrit, montré, vous arrivez à ça,
vous voyez que c'est très compliqué. Eh bien, ceci est à peu près la complexité, mais il faut dérouler évidemment, donc c'est long, la méthode des Romains. Donc vous écrivez le nombre en chiffres romains et vous arrivez à quelque chose de géant parce qu'effectivement, ils font ça chiffre par chiffre, puis ils font des grandes additions, etc. Donc c'était extrêmement compliqué à développer. Il fallait des gens spécialistes. En tout cas, si on faisait ça sur du papyrus, parce qu'ils avaient d'autres méthodes qui employaient effectivement des cailloux. Alors, pour ça, on en parlera plus tard, enfin juste après ceci. Il y a un point qu'il ne faut pas oublier, que vous connaissez sûrement intuitivement, mais il n'est pas sûr que vous connaissez le mot. En tout cas, personnellement, je ne le connais pas depuis longtemps. Je ne connais pas la traduction en plus, c'est une question de ce qu'on appelle le subiteasing. Alors, c'est un mot franglais un peu curieux. En fait, c'est du latin anglicisé, ça vient de subito, donc ça veut dire ce que vous pouvez percevoir en reconnaissance immédiate. Bon, exemple typique, vous voyez un dé, ici c'est la face avec 6. Est-ce que vous devez compter ou pas si vous voyez 6? Il y a des personnes qui doivent compter. C'est quelque chose qu'on ne réalise pas pour des raisons de difficulté d'apprentissage ou bien ils ont un petit problème psychologique. Il y a des psychologues qui étudient ça. Et si sur le dé, les 6 ronds ont été mis en ligne, il existe des dés comme ça, eh bien, il n'y a pratiquement personne qui sait être sûr, sans comparaison, sans point de repère, que c'est un 6 ou un 5. Bon, on emploie des trucs. Ici, voilà des nombres qui servent de test à des psychologues. Alors, la façon dont c'est mis, dès le moment où vous avez saisi que ceci c'est un 4 et qu'il est répété partout, ben, vous êtes capable de compter jusqu'à 10. Si maintenant, je ne vais pas le faire, hein, si vous enlevez les couleurs, ben, vous arrêtez à 4 ou 5. Et si on vous met les points tout à fait aléatoirement, il y a plein de personnes qui bloquent à 4. Il y en a qui bloquent à 1, il faut savoir. Il y en a qui font. Il y a des personnes, mais elles sont très rares, un peu comme des génies qui savent compter comme ça, presque sans erreur, jusque 100. Mais c'est très rare. Donc, quel est le point que je veux soulever ici? Eh bien, c'est qu'effectivement, les méthodes qui ont existé ont implicitement tenu compte de ceci, pour diminuer le nombre d'erreurs. Donc ça veut dire que les abacs vont employer des astuces. Par exemple, celle-ci, vous voyez, il n'y a que 5 plots, puis il y en a un pour les multiples de 5, ou pour les compléments à 10. Alors évidemment, ici c'est un peu plus simple, parce que vous pouvez calculer la hauteur, il y a des points de comparaison, mais ils ne sont pas numérotés. Et bon, donc, c'est pas parce qu'on a c'est parce qu'on a 5 doigts, bien sûr, que c'est comme ça, parce qu'on est en base 10, mais c'est aussi lié à ça. Ça, c'est moins connu. Donc, plein d'astuces en arithmétique tiennent compte implicitement de ça. C'est un concept qui est connu, je dirais, de façon un peu scientifique depuis 50 ou 60 ans. Avant ça, on avait l'impression que... Bon, donc, retenons qu'on n'aime pas avoir trop de valeurs et que c'est quand même un peu difficile. On verra tout à l'heure un ou deux exemples qui contredisent ceci et qui montrent que c'est vrai. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous expliquer quelques techniques. Et la première, qui me vient à l'esprit, parce que c'est une des plus anciennes, c'est une des plus faciles à comprendre. Elle a plein d'instances, de réalisations. Et alors, ce qu'il faut savoir, on en parlera la semaine prochaine, parce que c'est une des méthodes préférées utilisées par les circuits d'ordinateur pour faire la multiplication. Et ça a même été breveté, alors que ça existe depuis plus de 1000 ans. Oui, je peux te trouver un brevet là-dessus.
Ce qui évidemment est une contradiction et c'est tout ce qu'on veut, mais ça veut dire que soit il y a des gens qui ne sont pas tout à fait honnêtes, pas tout à fait bien renseignés, je crois que c'est plutôt pas très bien renseigné. Bon, voilà, donc l'idée, vous avez, dans le cas présent c'est un carré, mais normalement c'est un rectangle, vous mettez une case, une colonne pour les dizaines, pour les unités dizaines, centaines, vous faites des lignes pour la même chose pour l'autre opérante, et vous mettez des diagonales. Bon, alors maintenant, ce qu'on veut faire, c'est bien sûr la multiplication. Alors ça s'appelle la méthode Perielosia. En français, ça peut se traduire par, c'est l'italien, on peut traduire ça par jalousie. Donc c'est la technique utilisée notamment en Italie pour occulter des fenêtres, etc. Mais quand même, on peut regarder un peu à travers pour des raisons, comme ça on peut voir le voisin sans qu'il vous voie, et aussi pour aérer. Alors en fait, cette méthode n'est pas spécialement italienne, elle a été, disons, écrite, bien décrite par des Italiens, mais elle était connue bien avant, et on retrouve des traces, enfin ça vient de l'Inde vraisemblablement, et on retrouve des traces aussi en Chine. Bon, maintenant je vais vous expliquer comment ça marche. Bon, voilà le résultat intermédiaire. Pour l'instant, je vous dis rien, je vais vous expliquer comment on remplit ces cases. Donc, je considère un chiffre. Alors, l'avantage peut commencer par la gauche, par la droite, par en bas, etc. Ça n'a absolument aucune importance parce que la position du résultat est liée à la position des deux chiffres. Ici, vous voyez en rouge souligné 8 et 7. Ben, le résultat va être dans le carré. Alors 7 fois 8, donc il faut connaître une table, ça fait 56. Et donc vous mettez en bas le chiffre des unités, en haut le chiffre des dizaines. Vous voyez qu'on est en base 10 aussi. Ça marche dans n'importe quelle base, si c'est simplement pour être bien clair. Bon, eh bien, tous les chiffres sont trouvés comme ça, donc je prends un autre exemple. Voilà, 4 et 2. Alors, ça fait 0,8. Bon, c'est fait exprès. Comme ça, je voyais bien qu'il faut mettre un 0 ou bien vous mettez rien. Ça dépend si vous connaissez l'existence du 0 ou pas. Parce qu'effectivement, le 0 est apparu assez tard. Justement, pour des raisons de positionnel. Par exemple, les Romains ne connaissaient pas le 0. Ça veut dire qu'ils ne mettaient rien. Les Incas ne connaissaient pas le 0 non plus, ils ne mettaient rien. Vous n'êtes pas nœud sur une corde. Enfin, bon. Mais le 0 permet effectivement de savoir que ce n'est pas une erreur, qu'il n'y a pas de décalage, que c'est bien le chiffre des dizaines, dans le cas présent, du produit de 4 fois 2. Donc c'est 0,8. Bon, ben on fait pas, toutes les cases sont remplies comme ça, je ne vais pas m'amuser à vous montrer tout. Donc, bon, maintenant, l'étape suivante, c'est effectivement, on va devoir additionner. Alors là on ne peut pas faire n'importe comment parce qu'il y a des reports. Et donc, on va commencer par en bas. Et donc, je vais avoir ici, je fais des lignes parallèles aux diagonales déjà écrites. Et j'additionne donc ici. Bon, en fait, additionner 6, comme il est tout seul, ben je le déplace simplement. Donc, je mets 6 là. Alors, la ligne suivante, je vais devoir faire 6 plus 5, 11, plus 8, 19. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets 9 là et je reporte 1. Bon, là, je mets 1 pour vous l'expliquer, mais en fait, on gardait ça dans sa tête. Ou bien on mettait un petit trait quelque part, mais je n'ai pas trouvé de trace de ça dans tous les exemples multiples que j'ai trouvés. Et puis ainsi de suite. Hein. Donc la suite, on multiplie 1 par ceci, et là, on trouve effectivement de nouveau 9 et un report. Et finalement, à la fin, il n'y a pas de report, et donc, quand vous voyez les nombres, il n'y a pas moyen. Ici, on arrive à un maximum de 2, et là, 7 est tout seul. Bien. Alors, le résultat, c'est ça.
Ben, je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein. Il y a simplement, on fait tous les produits, on les met dans les bonnes cases et on fait l'addition. Et puis voilà. Alors ça, c'est ce que vous trouvez un peu partout, depuis longtemps, comme j'ai dit, en Inde, en Chine, au Japon, peut-être plus tard. En Europe, à Rome, c'est vers le XIIe siècle, peut-être avant. Et donc, c'est une technique, effectivement, un peu lourde dès que les nombres sont grands, mais qui est peu fatigante. On doit juste connaître, en fait, les tables, quelques petits reports et l'addition. Alors, voilà un exemple ancien où effectivement tout ça se répand, comme je l'ai dit, avec quand même déjà une astuce, c'est que c'est un peu fatigant dès que c'est un peu grand de pencher la tête, et donc on va déporter les nombres jusqu'à l'horizontale, ce qui permet d'avoir le résultat tout en bas sur une ligne. Bon, il a fallu un siècle pour avoir ça. Et alors, il y a autre chose quand même de très intéressant, et là, c'est encore une question pour laquelle je n'ai pas trouvé de bonne réponse. Il y a quelque chose ici qui s'appelle la preuve par 9. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, je vais l'expliquer de toute façon. Et donc, j'ignore à quel moment la preuve par 9 a été introduite. Pas trouvé. Si vous avez la réponse, ça m'intéresse. Mais c'est ancien, la preuve. Et donc, c'est quoi la preuve par 9? Eh bien, je fais la somme de tous les chiffres ici. Et puis, si le nombre dépasse 9, je fais la somme. C'est un peu plus subtil que ça. Le transparent suivant, je vais expliquer un peu mieux. Et jusqu'au moment où j'arrive à un nombre entre 0 et 9, je fais la même chose ici. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, c'est que la somme de tous les chiffres ici, avec la règle que je viens de dire très rapidement, c'est 8. Ici, la somme de tous les chiffres avec la règle que je viens de dire, c'est 1. Donc 8 fois 1, pardon, le résultat, ça fait 8. Donc j'écris 8 pour une opérante, j'écris 1 pour l'autre opérante. Donc c'est en quelque sorte un résumé de la première ligne, 8, un autre résumé de la première colonne. Un thème technique aujourd'hui, on dirait que c'est un H, une empreinte, donc c'est vraiment ça. C'est un résultat qui dépend de tous les chiffres. C'est intéressant. Alors je fais 8 fois 1, le résultat c'est 8. Et maintenant je regarde le résultat ici au total avec la même règle. Et si c'est 8, bah, j'ai une impression que ça pourrait être juste. Bon, maintenant évidemment il y a plein d'erreurs possibles qui feraient que ce serait faux et que ça donnerait quand même 8. Par contre, si ça ne donne pas 8, ça veut dire que le résultat est faux et que je dois recommencer et vérifier. Donc ceci, il y a des faux positifs, mais il n'y a pas de faux négatifs. C'est déjà pas mal. Alors, en fait, j'ai écrit ça parce que c'est un peu plus subtil. Donc, la preuve par 9, le principe général est de refaire le calcul. Et ça marche pour la multiplication, l'addition, ça marche pour plein de choses si on est un peu doué. La division, c'est déjà un peu plus compliqué. Pour faire des puissances aussi, mais tout ça marche, avec un peu de soin. Pour faire les puissances, il faut employer le théorème de Fermat. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Et donc, le principe général est de refaire le calcul beaucoup plus simplement. Ici, on remplace un calcul très long par un calcul simplement d'un chiffre par un chiffre. Et donc, quelle est l'idée? Chaque fois qu'on obtient un nombre supérieur ou égal à 10, on le remplace par la somme de ces chiffres. Ce qui veut dire que dans le pire des cas, vous arrivez à 18, 9. Donc vous n'allez jamais avoir qu'à faire une addition de deux chiffres ou une addition d'un chiffre et de 1. Ce qui est quand même pas très difficile. Tout le monde n'a pas appris ça comme ça, mais c'est bien la méthode la plus simple, c'est-à-dire celle qui demande le moins de mémoire et qui va presque aussi vite en nombre de calculs. Alors ceci est une application de ce qu'on appelle en mathématiques l'arithmétique modulaire, parce qu'en fait, ça revient à calculer modulo 9. Alors ça, c'est une remarque
Modulo 9, ça veut dire calculer en divisant par 9 et en ne gardant que le reste. Donc le modulo, ça veut dire reste. Reste de la division par 9. C'est vraiment synonyme, et donc on verra un peu mieux ça la fois prochaine. Et alors, ceci permet de remarquer que 0 et 9, ils jouent le même rôle. Qui fait qu'en fait, si vous avez 9, vous pouvez le remplacer par 0. Ce qui simplifie encore les calculs. Et vous pouvez éventuellement, même avec un peu d'habitude, dire 4 et 5, et vous passez, s'ils sont suivants, ça ne compte pas. Donc vous pouvez omettre tous les 9 dans les calculs des sommes. Et pourquoi est-ce que ça marche? Parce que 10 divisé par 9 a pour reste 1. 9 fois 1, ça fait 9, plus 1, ça fait 10. Et donc, si vous prenez un nombre A, 10 fois 10, un nombre A fois 10, plus B, alors reste de la division de 9 de ça, c'est quoi? Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en fait, finalement, comme 10 a pour reste 9, ben c'est A plus B. Donc, vous pouvez remplacer B en chiffre des unités et A en chiffre des dizaines par A plus B dans les chiffres des unités. Alors, j'ai dit que c'était bon, qu'éventuellement ça pouvait donner des faux espoirs, évidemment, c'est ce qu'on appelle en mathématiques des conditions nécessaires. C'est nécessaire. Si c'est faux, eh ben, le calcul est faux. Si c'est vrai, eh ben, ce n'est pas suffisant, il faut faire autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, la preuve par 11 existe aussi. Donc ça, c'est un peu plus subtil, parce que là, il faut commencer à considérer, je ne vais pas aller rentrer dans les détails, il faut aller considérer les nombres de rang pair et de rang impair, les additionner suivant la règle que je viens de donner, faire la soustraction, c'est un peu plus fatigant. Mais alors, éventuellement, si vous faites la preuve par 9 et par 11, à ce moment-là, vous avez, en fait, en combinant les deux, une preuve par 99. Ce qui devient déjà plus solide, parce qu'il faut déjà plus qu'une erreur. Une erreur, vous pouvez détecter toutes les... S'il n'y a qu'une erreur, vous pouvez les détecter, y compris les permutations de chiffres, des choses comme ça. Et donc, il faut déjà des choses plus coriaces pour éventuellement avoir un résultat faux qui donnerait une preuve par 99 correcte. Alors, au XIXe siècle, les mathématiciens se sont beaucoup fatigués à généraliser tout ce que je viens de dire là, et donc vous avez des preuves par 7 et par 8 qui existent aussi, et d'autres, avec toutes sortes de techniques et d'astuces. Alors, je reviens directement maintenant aux cartes de crédit, parce que j'avais pu remarquer que tous les numéros de carte, il y a un chiffre, et puis un tiret, et puis il y a deux nombres. Ben, ces deux nombres, ça emploie la même technique, c'est une espèce de preuve par 9. Plus compliqué, mais qui permet effectivement de détecter toutes les erreurs d'un chiffre et toutes les permutations, en principe, de deux caractères, deux chiffres en suivant. Alors, c'est ce qu'on appelle, dans le domaine bancaire, la méthode de Lune. Alors, M. Lune est ici. En fait, il a inventé plein de choses. Il doit avoir une cinquantaine de brevets. Et donc, il était ingénieur chez IBM quand il a fait ça. Il a inventé ça dans les années 60. Et depuis lors, tout le monde utilise ça, pour les cartes bancaires en tout cas. Et dans certains cas, on n'a pas ça, peut-être pas en Belgique, mais dans certains cas pour les passeports, etc. Bon, donc ça permet évidemment de... Parfois que vous êtes étonné, vous tapez un numéro sur le web, et puis on vous dit non, c'est pas bon, c'est pas la banque qui vous répond, simplement, on a appliqué la formule de Lune dans le programme que vous avez téléchargé, et si vous avez permuté deux caractères, la formule de Lune ne marche pas, on dit non, c'est pas bon, vous pouvez retaper. Ça évite effectivement des allers-retours avec le serveur de la banque inutilement. Bien, alors je reviens maintenant à système Pergelosia. Donc ça, c'est celui que je viens d'expliquer. Vous pouvez évidemment faire dans l'autre sens. Vous trouvez des exemples comme ça, ce n'est pas très génial. Ça explique simplement la souplesse. Hein. Et éventuellement, au lieu de déporter vers la gauche, comme je vous ai montré, ben, on peut déporter vers la droite. C'est, disons, aussi beaucoup utilisé. Bien, alors, je ne vais pas aller trop longtemps là-dessus. Il y a aussi ce qu'on appelle la méthode en croix, c'est-à-dire vous écrivez les deux nombres que vous voulez multiplier, et puis effectivement, vous effectuez des opérations qui sont décrites ici. Je ne vais pas vous
les détailler, mais c'est évidemment celle qui donne le bon résultat dans le bon ordre et que vous pouvez deviner. Alors pourquoi je raconte ça? Parce que dans le cas de 2 chiffres, ça donne ceci, bien sûr, et vraisemblablement, c'est l'origine du signe multiplié. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je sais bien qu'il y en a qui doutent de ça. À mon avis, il y a plusieurs origines. Mais en voilà une. Alors maintenant, je vais voir un certain nombre de méthodes qui sont dérivées de ceci. Et il y a eu d'autres variantes. En voilà une qui s'appelle la méthode italienne, mais qui utilise en fait ce que je viens de vous expliquer. Simplement, on dispose les nombres au bon endroit et puis on fait l'addition. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'habilité que ça demande. Ça demande d'abord de faire les opérations comme nous on fait. Et de les positionner convenablement horizontalement et verticalement, etc. Puis de faire l'addition, évidemment, ça c'est simple. Donc ça, il y avait peut-être un souci de ne pas devoir dessiner. Il faut savoir quand même quelque chose, c'est que dans toutes les civilisations, et pendant très longtemps, ceux qui savaient faire des opérations comme la multiplication et la division avaient un avantage assez fort, évidemment, terrible sur les autres, qui éventuellement monnayaient. Et donc, il s'est établi des espèces de, je dirais, de guildes des calculateurs, et puis ils ont obtenu qu'il n'y a qu'eux qui pouvaient faire ça. Et donc, il n'y a pas toujours eu une tendance à simplifier les opérations. Il y a eu une tendance aussi à camoufler la simplification dans la complexité pour que les gens extérieurs ne puissent pas prendre leur métier. Il y a eu aussi cette défense. Il faut bien voir, donc c'est un domaine où effectivement il y a eu des hauts et des bas, et c'est tout à fait humain, bien sûr. Je vous vois un certain nombre sourire là-dessus. Alors, il y a eu aussi des soucis, je dirais, d'esthétique, ce qui en fait, donc ça s'appelle per rombo, parce que vous avez évidemment une forme comme ça. Bon, mais ça, c'est typiquement mis sur un sommet, avec les reports calculés, la méthode Pergalosia que je vous ai expliquée il y a quelques minutes. Alors, ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Je ne vais pas vous l'expliquer parce qu'elle est assez compliquée. C'est donc ce qu'on appelle la méthode Percopa. Elle date du XVIe siècle et elle a été trouvée aux États-Unis. Donc, c'est la première méthode originale enseignée aux États-Unis pour faire toujours la même multiplication et qui est toujours basée sur la méthode Pergalosia. C'est simplement qu'on ordonne les nombres autrement. Alors, elle a quand même un avantage, elle est extrêmement compacte, assez compliqué à expliquer et à effectuer. Et donc, il y a eu quand même des méthodes originales et elle a été enseignée. Bien, je ne vais pas vous détailler, mais voilà toutes les opérations, une à une, qui sont faites pour arriver au tableau final. Vous voyez que ça demande une certaine habilité. Oui, je suis désolé, si je veux vraiment tout expliquer, j'en ai pour 3-4 heures. Donc, et puis c'est toujours la même méthode. C'est la méthode Pergalosia au départ, que j'ai bien détaillée, qui est cachée. Toujours. Enfin, pour l'instant, en tout cas. Alors maintenant, il y a aussi la méthode qu'on appelle méthode Regula Pigri. Alors, ça veut dire, c'est l'italien, ça veut dire la méthode des paresseux. Et là, ça veut dire qu'effectivement, on n'a pas que ses doigts. Et on ne connaît pas bien la table de multiplication. Je vous avais dit qu'il y avait moyen. Et alors, voilà comment on fait. Donc, 7, là, on commence à employer effectivement les compléments. Donc, 7, c'est 7 moins 5, donc je lève 2 doigts. L'autre doigt, c'est 8 moins 5, donc j'enlève 3. Donc j'ai 3 doigts baissés ici et 2 doigts dans l'autre. Donc je fais les doigts baissés, je les additionne. 2 plus 3, ça fait 5. Les doigts levés, je les multiplie, ça fait 7 fois 8. Et donc, non, je raconte. Donc,
Zut. Je me suis embrouillé. Oubliez ce que j'ai dit. Donc le nombre d'unités de 7 fois 8, c'est égal au produit des nombres de doigts BC, donc c'est 2 fois 3, c'est 6. Ça, on pouvait deviner. Et le chiffre des dizaines, ben c'est l'addition des nombres des doigts de lever, donc ça veut dire 5. Donc le résultat, c'est 5, 6. Bon, ça ne marche pas facilement pour des nombres plus grands que 10. Quel est l'avantage? Ben, vous devez connaître que la table jusqu'à 5. Excusez-moi, j'étais un peu distrait. Donc, si vous avez une table de 5 devant vous, 5 fois 5 au maximum, eh bien, avec vos doigts, avec la règle que je viens d'expliquer, qu'on peut comprendre, hein, je ne vais pas l'expliquer, mais si on regarde bien comment ça se fait, eh bien, on peut faire ça mentalement aussi, bien sûr. Et donc là, c'est effectivement la règle du complément à 5. Donc chaque fois que les nombres sont plus petits que 5, on les conserve. Quand 5 non inclus, donc 5 c'est remplacé par 0. Et quand le nombre est plus grand ou égal à 5, on lui soustrait 5. Et donc il y a des doigts vers le haut et les doigts vers le bas. Et donc on parvient comme ça à utiliser que des tables. Alors moi je me souviens qu'on m'a appris ceci à l'école, vous voyez que j'ai déjà oublié, effectivement, mais on me l'a appris alors que je connaissais les tables jusqu'à 10 fois 10, qui fait que c'était trop tard évidemment. Bon, alors je vous ai dit tout à l'heure qu'effectivement la méthode gréco-romaine était assez lourde, mais effectivement voilà un exemple simple puisqu'il y a un zéro là. Donc effectivement voilà comment il faisait. Ce qui devient vite évidemment très compliqué. Et en plus de ça, les Grecs n'avaient pas des chiffres réellement, ils employaient leur alphabet. Donc alpha, bêta, etc., ils remplaçaient par le chiffre. Et dans certains cas, peut-être assez tardivement, pour qu'on ne confonde pas, ils mettaient un accent, donc c'était alpha prime, bêta prime, etc. Et chez les Romains, comme je l'ai expliqué tout à l'heure très rapidement, c'est encore plus compliqué, puisque en fait, ils ne notaient pas les nombres comme je l'ai noté ici, mais ils les notaient, je ne sais pas moi, si ça faisait V1, eh ben, ça veut dire que vous aviez deux lignes. Multipliez le V, le 5 et le 1 séparément, ça faisait chaque fois une ligne. Bon, donc ça, ce n'est pas nécessairement très glorieux. Alors j'arrive à d'autres méthodes. Dites la méthode égyptienne, on la retrouve un peu partout. Donc ça, c'est une méthode très ancienne. C'est aussi une méthode qu'on se demande comment ils ont trouvé. Donc c'est ce qu'on a dans le papyrus de Rhind, et qui a 3600 ans environ. Et donc voilà bon, c'est traduit en moderne évidemment. Donc on écrit, donc on veut faire 5. Je vais trop vite, oui, c'est ça. Donc on veut faire 53 fois 67. On écrit 67 sur la première ligne et en face, on met un 1. Alors la méthode qu'ils ont trouvée, on double à chaque ligne. Donc 1 devient 2, 64 devient 134. Donc la seule chose que vous devez connaître à ce stade-ci, c'est multiplier par 2. Donc vous doublez. Et vous vous demandez combien fait 53. Bon, alors pourquoi est-ce que je me suis arrêté à 32? Parce que le nombre suivant, c'était 64, et 64 est plus grand que 53, donc je savais quand je vais m'arrêter. Et donc, avec un peu d'essai-erreur, on trouve que... Oui, parce que je ne crois pas qu'ils savaient déjà comment faire exactement. Donc, c'est 32 plus 16 par soustraction. Donc, le nombre le plus proche de là, ben, c'est 32. Vous enlevez de 53, vous enlevez 32, donc il reste 21. Puis, vous voyez que 21 est plus grand que 16, donc vous soustrayez 16, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Et donc, vous barrez les lignes qui correspondent à des chiffres pairs, vous additionnez le restant, et vous avez le bon résultat. Alors, ça revient à quoi en pratique? Oui, ça a l'air assez mystérieux, donc ça a 3600 ans, ceci. Eh bien, ceci, évidemment, ce sont tous les multiples du nombre. Donc, multiplier 67, c'est bien
additionner des multiples, évidemment. Et les multiples ici, ce sont quoi? Ben, c'est l'équivalent des chiffres binaires du nombre. Donc c'est comme si vous aviez écrit 53 en binaire. Donc 53 en binaire, c'est en commençant par le bit le moins significatif, le chiffre le moins significatif, c'est 1, 0, 1, 0, 1, 1. Donc c'est très fort. Les Maoris en Nouvelle-Zélande, eux, ils travaillent en base 4. Ils ont trouvé une méthode similaire et qui, évidemment, en base 4 est très agréable parce que multiplié par 2, 2 fois, ça revient à ajouter un 0. Donc, c'est chaque fois un décalage. C'est aussi une méthode qu'on utilise dans les ordinateurs. Multiplié par 2 en binaire, ça revient à décaler. Eh bien, les Maoris avaient trouvé ça. Il n'y a pas d'ordinateur, mais ils avaient trouvé ça. Donc, c'est très, comme je dis, c'est très général. Alors, ce n'est pas parfait, parce qu'effectivement, vous avez dû faire le calcul ici, sur le côté, pour la décomposition de 53 en des puissances de 2. Décomposer en puissance de 2, ça veut dire, en fait, l'écrire en notation binaire. Alors, ce qui est très curieux, c'est que si vous regardez l'histoire des mathématiques et l'arithmétique, on va vous dire que c'est Leibniz qui a inventé le système binaire. C'est une façon de parler, évidemment. C'est implicite depuis extrêmement longtemps. D'autant plus qu'effectivement, en fait, ils avaient fait mieux que ça. Où on trouve aussi, on a combiné la méthode que je viens d'expliquer avec la multiplication par 10. Voilà un exemple qui n'est peut-être pas spectaculaire. Donc, je fais 1. Et j'obtiens 67. Bon, comme je dois le multiplier par 53, je peux dire que 53, c'est aussi 40 plus 10 plus 2 plus 1. Bon, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je dois moins me fatiguer comme ça. Il y a peut-être autant de lignes ou même plus, mais je dois moins me fatiguer à multiplier et à doubler. Ici, je fais, parce que multiplier par 10, évidemment, c'est simple. Donc ici, je dois juste faire 1, 2, 4. On n'a plus aller aussi loin que tout à l'heure, on n'a plus aller jusqu'à 32. Et puis, 1, je multiplie par 10, ce qui revient à ajouter un 0. 40 multiplie la même chose. J'additionne les nombres qui me conviennent. Donc la règle est un peu plus subtile, évidemment. Et j'arrive bien au bon résultat. Bon, ça, il y a plein de variantes comme ça. Donc les gens, effectivement, essayaient... pour la bonne cause, essayer de calculer le moins possible. Ça diminuait le nombre d'erreurs aussi. Bon, alors la méthode d'Étrus. Pourquoi? Parce qu'elle a été beaucoup utilisée au XIXe siècle, au XXe siècle, et éventuellement même sur des abacs et des choses comme ça. Donc là, ce qu'on fait, c'est la même chose que ce que je viens d'expliquer, excepté que la colonne de gauche, on la modifie. Au lieu de mettre 1, et de la doubler chaque fois, eh bien, on met 53 et on la divise chaque fois par 2. Bon, alors le 53 divisé par 2, ça fait 26. 26 divisé par 2, ça fait 13. 13 divisé par 2, ça fait 6. Chaque fois qu'il y a un reste, je le laisse tomber. 6 divisé par 2, ça fait 3. 3 divisé par 2, ça fait 1. Et alors, j'emploie la même règle que je viens d'expliquer. Donc, je barre les lignes paires, les nombres pairs de la ligne de gauche. Et j'additionne ce qui reste, et j'obtiens le même résultat. Alors, vous remarquerez qu'en fait, ce n'est pas une coïncidence, évidemment, les lignes que j'ai barrées, c'est les mêmes. Parce que l'algorithme que j'ai employé ici, diviser par 2 et laisser tomber le 1, si le reste est 0, ben, je garde le nombre, si le reste est 1, non, si le reste est 0, je le laisse tomber. Si le reste est 1, je le garde. Eh bien, ça revient à ceci. C'est l'algorithme, c'est la technique pour transformer un nombre dans sa représentation binaire. Bon, donc, c'est quelque chose qu'on a trouvé il y a longtemps, en combinant tout. Donc, vous voyez que la multiplication devient très loin, très éloignée de la méthode Pergélosia.
vous voyez que vous n'avez plus besoin de table, vous devez simplement savoir diviser et multiplier par 2 et additionner. Donc il y a des méthodes sans table. Il y en a d'autres, hein, ce n'est pas fini. Bon, alors j'ai gardé, pas pour la fin, mais quand même presque, on n'a pas fini, hein, il n'est que 6h05, la méthode dite de Babylone. Donc c'est la méthode la plus ancienne, connue, publiée, si je puis dire, qui a donc 4000 ans au moins, et qui est stupéfiante. Bon, on part de 2 identités, je suis désolé, mais il y a 4000 ans, on comprenait déjà ça. Donc, si je fais A plus B au carré, ben, peut-être que vous vous souvenez, ça fait A carré plus 2AB plus B carré. Bon, c'est la formule que j'ai employée tout au début, mais là, je l'ai fait avec des chiffres. Ici, je le fais avec des nombres. Donc, je fais A plus B multiplié par A plus B. Donc, A fois A, ça fait A carré, bien sûr. B fois B, ça fait B carré. Et j'ai 2 termes croisés, chaque fois AB. Enfin, AB et BA, mais comme c'est commutatif, ben, c'est la même chose. Et donc, j'ai bien cette formule-là. Maintenant, je remplace B par moins B. Bon, ben, qu'est-ce qui change? Ben, tout ce qui est indépendant de B ne change pas, bien sûr. Le carré ne change pas. Moins fois moins, ça fait plus. Et donc, la seule chose qui change, c'est le signe ici. Et si j'additionne, je soustrais, pardon. Eh bien, donc, si je soustrais ceci de cela, eh bien, les A carrés disparaissent, les B carrés disparaissent, et j'ai 4AB. Bon, ce n'est pas 4AB que je vais calculer, c'est AB. Donc, qu'est-ce que je fais pour ça? Je divise tout par 2 au carré, ça revient à diviser par 4, et voilà la formule de base des Babyloniens. Première méthode connue de multiplication. C'est pas crédible, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui manquent dans l'histoire. Et donc, si vous faites, par exemple, 13 fois 17, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous additionnez les 2 nombres, ça fait 30. Vous divisez par 2, ça fait 15. Vous faites en valeur absolue, parce que comme c'est un carré, ça n'a aucune importance, en valeur absolue, 17 moins 13, ça fait 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. 2 au carré, ça fait 4. Et donc le résultat... ah oui, il y a un chiffre qui a sauté là. Ah oui, c'est un coupé-collé malheureux. Donc ça fait 229. Il est là, je ne sais pas. Bon, désolé. 221, j'ai déjà additionné. 221, il y a un qui est là, mais il manque. Pardon. Qu'est-ce que j'ai alors, qu'est-ce que ça demande d'avoir? Des tables de carré. Parce qu'effectivement, c'est fatigant. Ceci, c'est des petits exemples. Alors, donc on a retrouvé des tablettes d'argile avec des carrés jusque 100 environ. Ce qui leur permettait de faire donc des multiplications avec des tables très spéciales. Oui, parce que les carrés, c'est quand même pas si évident que ça. Voilà, maintenant, on va faire un peu d'histoire en passant. Bon, compter, donc je rebobine un peu, je reviens sur les supports. Bon, ceci, c'est une photo prise dans la grotte. Non, ceci, attendez, parce qu'il y a un petit problème. Oui, c'est ça. Ceci, c'est la grotte de Chauvet. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Il y a un truc qui a disparu. Tous des petits points comme ça, c'est un animal évidemment, mais on a trouvé tout plein. Et donc, j'ai un autre exemple. Oui, voilà, ça c'est dans Lascaux, c'est ça que je voulais montrer. Voilà un exemple pris dans la grotte de Lascaux. Vous voyez toute une série de points alignés. Difficile à compter, évidemment, vu ce que j'ai dit tout à l'heure, subtilising. Alors, bon, il y a plein de théories là-dessus. Il y en a 11. Très curieusement, on trouve souvent des nombres premiers. Comme c'est très petit, il y a beaucoup de nombres premiers dans les petits nombres, donc c'est peut-être pas une coïncidence. Mais c'est peut-être une coïncidence aussi. Et donc, voilà, donc on en trouve des dessins comme ça dans Chauvet et dans Lascaux, on en trouve des centaines. C'est un des plus spectaculaires, ceci, mais il y en a d'autres de plus petits, etc. Donc, est-ce qu'ils comptaient le nombre d'animaux qu'ils avaient chassés, etc. Enfin, on ne sait pas. On ne saura sans doute jamais. Mais donc, ça, c'est sans doute un des débuts de la numération. Alors, un autre début, il
il y a plein d'exemples. Hein. Bon, c'est des os gravés. Ici, il y a toutes des encoches. Et évidemment, il y a... bon, donc en fait, on peut déjà dire que ça a commencé le premier cas dans le néolithique, donc à peu près il y a 40 000 ans, et qu'ils effectuaient déjà certains calculs. On a trouvé des traces de ça, des cônes, des sphères, des billes, des bâtonnets, et toutes sortes de petits objets d'argile, ce qu'on appelle des calculus. Et donc, qu'est-ce qu'ils comptaient sans doute, vraisemblablement, qui comptaient... comment dirais-je, peut-être pour partager, donc à ce moment-là, peut-être qu'à un certain moment, ils faisaient des divisions, que sais-je, mais donc ça c'est l'origine. C'est très peu clair, et ce qui est dans les grottes de Lascaux et Chauvet, qui sont très, très nettes, a été très peu étudié pour l'instant. Les gens se sont plutôt précipités à voir les dessins des animaux, alors qu'il y en a tout autant des points. Je ne sais pas si vous voyez ici un rectangle. Hein. Donc il y a toute une étude à faire qui est j'enlève les animaux et je regarde ce qui reste. Alors bien sûr, il y a l'exemple bien connu ici en Belgique, le bâton d'Issango, qui est sans doute le plus ancien. Alors il y en a deux, il faut savoir. Le plus grand est le plus compliqué. Et donc il y a même un monument qui a été fait avec. Alors il y a plein de théories dessus. Parce qu'effectivement, si on regarde bien, ou pas trop bien, la première ligne, c'est 11, 13, 17 et 19, donc c'est rien que des nombres premiers. Donc ça a fait beaucoup baver les gens, évidemment. Il y a un nombre de traits qui correspondent au nombre, etc. Mais si on regarde bien, on voit bien que ce n'est pas tout à fait aussi net, que ce n'est pas aussi simple. Et donc, aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire que c'était des comptages. Ce qui est bizarre quand même, c'est que c'est des comptages groupés. Ça, c'est un fait. Donc ça a à peu près 40 000 ans. Donc, compter par groupement, c'est quelque chose qui est très ancien. Et donc, on est de ça, il y a 40 000 ans, à la méthode de Babylone, il y a 4 000 ans, ben on n'a rien entre les deux. On n'a que du comptage, plus ou moins sophistiqué, mais on n'a pas de méthode de multiplication-division. Ce n'est pas crédible, évidemment, ça veut dire que ça a été fait sur des morceaux de bois, des morceaux de bâton, ou des os qui se sont peut-être effrités, et peut-être que le dernier mot n'est pas dit sur le sujet. Bon, calculer sur les doigts, j'ai expliqué. Alors, calculer sur le sol, alors là, c'est aussi un exemple, effectivement, où ça a l'air très simple, et en fait, ça devient très vite compliqué. C'est une méthode que vous trouvez beaucoup sur Internet. C'est la méthode Pergolosia expliquée aux enfants. Et elle est enseignée. Hein, elle est enseignée. Donc, c'est quoi? Vous voulez multiplier 1, 2, 3 par 2, 3, 1. 123 par 231. Qu'est-ce que vous faites? Quand c'est 1, vous mettez un trait comme ça. Quand c'est 2, vous mettez 2 traits. Et quand vous mettez 3 traits, c'est 2, 3, 1. Et qu'est-ce que vous comptez? Vous voyez les points jaunes ici. Vous comptez le nombre de croisements. C'est le produit. Implicitement, si vous avez ici 2 lignes fois 3 lignes, il est clair que vous avez 6 points ici. Alors, voilà, il n'y a pas de mystère. Et si vous les regroupez comme je les mets là et comme il faut faire, ça correspond aux diagonales de la méthode de Pergolosia. Et donc, ce qu'on vous demande de faire, c'est simplement d'additionner dans le bon ordre avec des reports. Il n'y a aucun mystère là-dessus, c'est simplement un changement de présentation. L'avantage est que vous ne devez pas connaître la table de multiplication, évidemment, mais si vous faites ça avec 999 à 888, bonjour les dégâts pour vos yeux. Hein, oui, mais donc ça montre bien la limite de la méthode. On pourrait imaginer des astuces avec les compléments à 5, comme j'ai expliqué tout à l'heure, mais ça devient vraiment très compliqué. Par contre, ceci, ça a été fait, ça a sans doute été utilisé sur le sol au début. Donc c'était des lignes sur le sable ou quelque chose comme ça. C'est peut-être, on n'en sait rien, un début de la multiplication. Mais bon, comme plein de choses à connaître.
Bien, alors, calculer sur un support. Bon, bien, au Moyen-Âge, on a beaucoup utilisé, vous voyez ici plein d'exemples. On faisait des comptes. Donc, il y a une ligne avec des petits cailloux qui sont à gauche ou à droite. En fait, c'est ça, en gros, mais déguisé. Celui-là, quoi. En fait, c'est ancien, parce que voilà, ceci, c'est un modèle reconstitué du temps des Romains. Donc, ça a plus de 2000 ans. Donc, on travaillait. Ici, le modèle romain, les cailloux n'étaient pas fixés, donc on les ajoutait. Après, ça s'est perfectionné en mettant toutes les billes, les cailloux sur une barre, et ceux qui comptaient étaient en bas, et puis on mettait les autres au-dessus. Donc ici, simplement, normalement, vous auriez dû avoir ici 1 en bas et 4 au-dessus. Et donc ça, c'est, j'allais dire, les chiffres des dizaines, mais ce n'est pas les dizaines, les demi-dizaines. Donc ça, c'est quelque chose qui est très utilisé. Déjà, comment il y a 2000 ans. L'avantage de ceci, vous pouvez vous en douter, c'est qu'effectivement, pour faire l'addition, c'est assez facile. Il faut savoir simplement compter des petits cailloux. Faire la multiplication, il y a moyen, mais c'est très compliqué. Idéalement, il en faut 2 même. Et on trouve des engins, notamment des systèmes japonais, où vous avez en fait deux bouliers. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des Incas. Alors là, c'est aussi un mystère. Alors, qu'est-ce que les Incas faisaient? D'abord, on a découvert, mais il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était en 1923, qu'ils employaient la base 10. Donc, les Incas se sont éteints au fin du XVIe siècle, plus ou moins. En tout cas, pour l'usage de toutes les techniques qu'ils avaient. Et il a fallu donc attendre 1923 pour comprendre qu'ils travaillaient en base 10 dans la plupart de leurs engins. Alors, quelle était la plupart des engins de notation? C'est ce qu'on appelle des quipus, c'est donc une corde mètre et toutes des cordes pendantes. Et donc, le plus grand nombre qu'ils utilisaient, c'était des nombres qui étaient de l'ordre de 100 000, des multiples de 100 000. Et la plupart du temps, c'était des nombres de grandeur de 10 000. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le 0, c'était pas de... Et alors, les chiffres étaient notés par des nœuds, avec des notations un peu spéciales, pour simplifier un tout petit peu les choses. Et alors, ceci est un dessin qui date du XVIe siècle aussi. Et on voit apparaître quelque chose ici de très curieux. Donc, c'est une table de calcul. Alors, on connaît le nom, c'est Yupana. Donc ça, c'est un quipu, ça, c'est un yupana. Et ça emploie une base très spéciale. Donc la première colonne, vous avez des cailloux blancs ou noirs. La deuxième colonne, vous avez 2 cailloux blancs ou noirs. Puis 3, puis 5. Et donc, ça emploie ce qu'on appelle la base des Fibonacci. Pourquoi? Parce que 1 plus 2, ça donne 3. 2 plus 3, ça donne 5. Donc, c'est la règle de multiplication des lapins, si ça vous dit quelque chose. Eh bien, c'est ce qu'ils emploient. Alors, en fait, on a trouvé des engins comme ceci. Donc, c'est des abacs. Eh bien, figurez-vous qu'on ne sait pas les employer. Il y a plus, l'usage s'est perdu. On connaît au moins 10 modes d'emploi. Il n'y en a aucun qui est crédible, tellement c'est compliqué. Et puis, il n'y a aucune preuve que c'est celui-là qui est utilisé. Pour faire des additions, ça marche très bien. Pour des multiplications aussi, il y a des gens qui ont montré qu'ils connaissaient les nombres complexes. Ce n'était pas vrai du tout, évidemment, mais pour dire jusqu'où on va. Et on est certain que ceci, d'après les descriptions, c'est une abaque très sophistiquée. Comme vous voyez, il y a des carrés et des rectangles de différentes dimensions. Il y a de différentes hauteurs. Eh bien, on ne sait pas utiliser aujourd'hui. C'est perdu. Donc, avis aux amateurs, vous pouvez trouver une 11e méthode. Les méthodes, rien qu'entre 2000 et 2015, il doit y avoir 4 ou 5 méthodes qui ont été proposées, et tout aussi farfelues l'une que l'autre.
Bon, voilà, donc on ne sait pas comment les Incas multipliaient, mais on sait qu'ils le faisaient, on sait la notation, on sait que non seulement ils faisaient des additions, mais ils faisaient aussi des espèces de preuves Barneuf, donc on sait plein de choses. Bon, alors, dernière partie de l'exposé, les tables de logarithme. Pourquoi les tables de logarithme? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui permet effectivement de faire des multiplications, des divisions ou d'autres choses aussi, bien sûr, très rapidement. Et comment? Et alors, si on prend un des prix Nobel les plus fameux, donc Feynman, il a écrit en 1965, nous sommes tous familiers avec la façon, dans son fameux bouquin de physique, avec la façon de multiplier des nombres si nous avons une table de logarithme. Je suis sûr que ce n'est pas vrai. En 65, ça devait être vrai. Donc il y a 50 ans. Mais maintenant, on n'est plus si familier que ça. Mais bon. Donc, il faut bien voir que les tables de logarithme, c'est une rupture par rapport au calcul. Donc Laplace, par exemple, a écrit l'invention des logarithmes en réduisant le temps passé au calcul de quelques mois à quelques jours, double pour ainsi dire la vie des astronomes. C'est déjà une curieuse phrase au point de vue mathématique, mais ça montre à l'époque le choc que ça a fait. Et donc ça a été inventé. Là, on peut vraiment identifier une personne. L'histoire est un peu plus compliquée parce qu'effectivement, il est mort très vite après son invention. Donc c'est John Napier, aussi dit Napier, c'est un Écossais. Et donc lui, il a inventé plein de choses. En point de vue, disons, arithmétique et mathématique, et je vais en voir une ou deux maintenant. Alors, ici, je suis désolé, j'ai quelques transparents en anglais, mais je les traduirai de toute façon. Donc, c'est le premier qui a fait une machine à calculer, mécanique. Bon, c'est le premier qui a trouvé les logarithmes, et c'est le premier qui a trouvé l'usage systématique du point décimal. Avant ça, c'était extrêmement compliqué. Donc, c'est quelqu'un qui a réellement accéléré les choses par des choses finalement assez simples. Alors, il a aussi trouvé des formules faciles à retenir pour les triangles sphériques, ça c'est quand même pas mal, et il a aussi plein de formules. Je ne vais pas détailler. Alors, bon, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Copernic, évidemment, a fait sa théorie pour trouver la position, et très vite, sur le système solaire, et très vite, il est venu l'idée de calculer les positions des planètes. Alors le problème qu'il y avait, c'est que c'était colossal à calculer, surtout si vous voulez faire ça avec une certaine précision. Les planètes se déplacent en première approximation sur des ellipses, donc c'est déjà pas si simple que ça, elles ne sont pas toutes dans le même plan, enfin bref. Pour le XVIe siècle, l'arithmétique du XVIe siècle, c'était extrêmement compliqué. Bon, ça veut dire qu'il n'y avait pas rien que des multiplications et des divisions, il y avait aussi des utilisations de sinus, cosinus, tangentes, etc. Bien sûr, tout ça à prendre en compte. Et pour vous montrer un exemple, voici des papiers de Kepler. En voilà un. Là, on a l'impression qu'il fait des multiplications, des reports, etc. En voilà un autre. Et là, on connaît l'existence d'environ 1000 feuilles comme ceci, de Kepler. Donc c'est des calculs extrêmement compliqués qui doivent être précis. Alors qu'il découvrait, disons, les lois du mouvement des planètes. Donc, ça s'est fait sans aucun moyen de calcul autre que ce que vous voyez là. Donc, c'est vraiment... Et donc, il y a eu un besoin énorme. Et donc, Napier a inventé les logarithmes. Il a inventé autre chose aussi qui s'est révélé tout aussi utile. C'est ce qu'on appelle donc les réglettes, les os, si on dit, parce que c'était en os, de Napier. Et c'est pratiquement en même temps que les logarithmes. Il a publié les logarithmes en 1614, mais il avait inventé avant, il a fallu les calculer, et puis il a inventé ces réglettes. Alors ces réglettes, ça permet de faire des multiplications, et de nouveau, c'est effectivement le système Peirge-Liosia camouflé.
Alors, je vais d'abord expliquer rapidement comment fonctionnent les logarithmes. Je te prends un tout petit peu de temps, pas beaucoup. Bon, mais l'idée est très simple. Ça, c'est pas une idée de Napier, mais c'est lui qui en a trouvé le bon usage. Donc, ça veut dire qu'on on considère une progression arithmétique, les additions, donc 1 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 1, etc., 2, 3, 4. Et puis on considère la progression géométrique, ça veut dire que là, on multiplie au lieu d'additionner, et on multiplie par 10. Ce n'est pas ça qu'il a trouvé, hein, mais un peu plus compliqué. Et donc là, on a deux suites de nombres. 10 donne 1. En fait, si vous voyez... oui, ici, il manque un 0, excusez-moi. Et donc, ce qu'on voit, ça revient pratiquement à compter le nombre de zéros. Et de puissance de 10. Et donc, en fait, l'idée est basée sur une formule très simple. Si je donne un nombre x, le logarithme, c'est la puissance de 10 qui va me donner ce x. Etc. Pas détaillé. Et donc, il a fait des calculs, il a fait des tables de calcul comme ça. Donc, vous aviez la valeur x, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et puis, il vous donnait la valeur y correspondant. Alors là, il faut être très clair, vous ne travaillez plus avec des entiers. Vous ne travaillez même plus, ce n'est même pas des rationnels, etc. La plupart du temps, c'est des nombres transcendants. Mais on les tronquait. Et en fait, si on voulait travailler dans les entiers, on travaillait d'abord... on calculait le logarithme, on faisait une addition dans les réels, disons, on dirait les flottants aujourd'hui, et on revenait dans les entiers. Alors en général, ça ne donnait pas un résultat entier, mais quand on savait que le résultat était entier, il suffisait d'arrondir et ça tombait juste, avec quelques précautions. Et là, la preuve par 9 ne servait plus à dire que le résultat était faux, mais éventuellement à corriger le résultat parce qu'éventuellement l'arrondi avait été mauvais. Donc là, on employait la preuve par 9 dans un autre but. Bon, alors quel est l'avantage? C'est que multiplier, ça revient à additionner, diviser, ça revient à soustraire, et ainsi de suite. Donc je ne vais pas détailler ça ici, donc c'est bien ça. La multiplication et la division sont réduites à des simples additions et soustractions. Beaucoup d'autres calculs sont simplifiés. On peut faire facilement des racines énièmes, où n est n'importe quoi, des puissances où la puissance est n'importe quoi. On peut faire ça avec des fonctions trigonométriques. Et, miracle, on trouve ça sur les calculettes, mais c'est aussi à l'origine des règles à calcul. Alors, je vais y venir. Bon, je ne détaille pas les lois, il y en a toutes sortes de propriétés. Alors, il faut savoir que celui qui a vraiment fait les tables de calcul, c'est Henry Briggs, légèrement après Napier, qui a produit les premières. Et il a fait des tables de calcul à 14 décimales, 30 000 logarithmes, et ça a été les meilleurs pendant 300 ans, donc jusqu'en 1930 environ. Où là, ça a été calculé mieux, mais en employant des machines. Donc, la première table de logarithme complète, précise, s'est révélée être la meilleure, jusqu'au moment où on a employé pas des ordinateurs, mais quasiment des ordinateurs. C'est extraordinaire aussi, ça. Alors, il y a, pour la petite histoire, en 1952, Alexander Thompson a publié des tables de logarithmes non plus avec 14 décimales, mais 20. Il avait commencé en 24, donc il lui a fallu presque 30 ans. Pas de chance. C'est à peu près en même temps que les ordinateurs deviennent communs pour calculer les tables. Et donc, en quelques minutes, on a recalculé toutes ces tables. Il lui a fallu presque 30 ans. Il faut être au bon moment. Hein. Il a un peu traîné trop là. Voilà. Donc, les logarithmes aujourd'hui, on les utilise beaucoup pour faire des graphiques. C'est beaucoup utilisé en physique, en maths, en théorie de l'information. La théorie de Shannon, c'est basé sur le logarithme. La théorie du son, c'est basé sur le logarithme, parce qu'effectivement, la plupart des impressions sonores, etc., sont basées sur effectivement là-dessus. Et la conséquence, comme je l'ai dit, c'est la règle à calcul. Donc, on va parler un tout petit peu rapidement des règles à calcul. Alors, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu. Il y a des beaux timbres. Vous voyez ici une règle de calcul.
il y a des musées, vous voyez aussi des grandes règles comme ça. Et en fait, c'est basé sur l'idée de Neper, tout simple. Donc vous avez deux réglettes identiques et qui ont une échelle logarithmique dessus. Ça veut dire que là, ici, vous avez des nombres qui sont de moins en moins espacés, qui sont de plus en plus comprimés, et la longueur est proportionnelle au logarithme du nombre que vous voyez. Comme les logarithmes s'additionnent, eh bien, c'est simple. Vous positionnez le curseur sur le logarithme de 2, vous ajoutez le logarithme de 3, et en face, vous avez le logarithme de 6. Et alors, donc, vous avez le logarithme de 6, vous inversez, regardez, le chiffre qui est là, c'est 6. Donc, vous n'avez même plus besoin de réfléchir le logarithme, vous faites 2 fois 3, 6. Et implicitement, toute la machinerie de Neper est à votre disposition. C'est très simple. C'est transparent, c'est tout ce que vous voulez. Et donc voilà. C'est ce qu'on a. Ces règles, au début, n'ont pas eu un énorme succès, sauf le calcul pour les astronomes, etc. Et à partir de 1850 jusqu'à 1970 au moins, on utilisait ça. Et je n'utilise plus. Hein. Mais c'est la mienne. C'est celle que j'ai employée à l'UNIF, c'est celle avec laquelle j'ai enseigné. Et la plupart des buildings et des ponts que vous utilisez aujourd'hui ont été calculés avec ça, pas avec un ordinateur. Ça, il faut bien retenir. Alors, bon, bien sûr, on a fait des engins, vous avez vu des photos plus grandes, et donc, ben voilà, donc voilà une règle à calcul circulaire qui fonctionne toujours, pas besoin d'update. Il y en a même avec des loupes, celle-ci pas, donc il y en a qui s'atteignent, c'est jusqu'à 6-7 chiffres décimaux. En voilà une autre, pliable, comme une et donc c'est extrêmement précis, vous voyez, il y a plein d'échelles dessus. Hein. Voilà. Alors, encore une dernière, il y en a beaucoup qui sont circulaires. Les premiers qu'on a inventés sont circulaires. En voilà une autre. Et, bon. Alors, on a cette idée-là, et, voilà. Alors, si les nombres sont plus grands que 5, on emploie la règle à l'envers. Alors, il y a encore une dernière chose. J'avais parlé des bâtons de Neper, de Napier. Alors, quelle est l'idée? Eh bien, c'est de couper en petits morceaux le système de Perrier-Lozia que je vous ai expliqué au début. Et donc, on a toute une série de réglettes. Attendez, oui, pardon. Donc, ici, c'est la réglette 1, là, c'est la réglette 4, donc 8, etc. Donc, vous voyez, vous avez, quelle est l'idée? Vous avez un plateau avec les nombres de 1 à 9. Vous avez un certain nombre de réglettes avec un nombre au-dessus. La réglette 7, ben, c'est 7. 7 fois 2, ça fait 14, 21, 28. Donc, vous l'écrivez vraiment comme le Perrier-Lozia. Vous mettez le nombre sur le plateau correspondant au chiffre que vous voulez avoir, et puis vous additionnez comme le Perrier-Lozia. Donc c'est très simple et c'est très efficace. Et donc on peut faire des multiplications avec ça aussi, c'est un peu plus compliqué. Il faut faire une addition à la fin, évidemment. Hein. Mais ça marche très bien. Alors il y a beaucoup plus subtil que ça. Donc, c'est les réglettes de Genain-Lucas. Donc, ça date de 1885, où là, les reports sont faits automatiquement. C'est-à-dire qu'effectivement, suivant l'endroit où vous allez, on va vous dire... donc, ici, par exemple, vous voulez multiplier 4 par 52, 749. Vous avez 52 749 au-dessus. Donc, vous mettez 5 réglettes qui correspondent aux chiffres. Et, bon... et à ce moment-là, bon, il faut démarrer. Hein, donc, disons que vous savez que 4 fois 9, ça fait 36. Donc, vous démarrez 6. Vous suivez la flèche. Vous suivez la flèche. Vous suivez la flèche. Et vous avez le nombre. Tous les reports sont automatiques. Et c'est purement graphique. Hein.
Alors ça, c'est pour la multiplication. Alors il y a quelque chose qui s'appelle les réglettes multisectrices, qui font la division ainsi. Ça, c'est encore beaucoup plus compliqué. Je ne suis pas sûr que ça a été beaucoup utilisé, parce qu'effectivement, la complexité du dessin qui est là, que vous voyez là, résulte du fait qu'il faut prévoir tous les restes possibles et les reports. Mais donc, ils avaient réussi à faire ça. Lucas est un très grand mathématicien français. Et donc, voilà un exemple où on montre comment diviser 5174 par 4. Et donc là, vous suivez le chemin, et il vous donne le reste. Là. La colonne rouge donne les restes. Si vous divisez par 7, vous n'allez pas avoir un reste plus grand que 6, hein, évidemment, c'est pour ça. Et voilà, j'ai fini, pratiquement à temps. J'avais prévu de terminer à 35.